Ouais, on se souvient de ce très bon moment qu'on passait avec Jacques Beguedou un jour du côté d'Iowa. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à tous. Vous êtes sur la bonne antenne et bienvenue dans ce tout premier numéro de cette émission qui reprend les règnes micro de la diaspora. C'est cette émission que vous allez suivre aujourd'hui avec notre invité de ce jour. Il s'agit bien évidemment de ce thème qui n'est plus aujourd'hui à présenter. Il est entrepreneur, il est agent d'assurance, il a beaucoup de casquettes et avec lui on va discuter donc d'un sujet alarmant. Les GoFundMe suffisent-ils en cas donc de décès d'un membre de la famille? Qu'est-ce que nous devons faire sinon on réside désormais à la diaspora? Voilà donc la thématique que nous allons vous convier à participer et à nous appelons sur le +1 319 462 89 79 et pour vos questions qui seront toutes les bienvenues. Alors lui c'est Jacques Beguedou. Bonjour, bonsoir grand frère, comment est-ce que vous allez? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ça va, ça va, ça va. Merci de m'avoir invité pour discuter ce sujet. C'est vraiment un plaisir. Merci également d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait également chaud au cœur de savoir plusieurs décès sont enregistrés chaque année dans la diaspora, bien évidemment. Et lorsque ça vient toujours, il y a également donc des GoFundMe qui sortent par ici et par là. Et force est de constater qu'il y a des situations qui prévaut et que les familles n'arrivent surtout pas à assurer avec des moyens financiers les frais mortuaires et les frais de soins pour les autres familles, les autres membres de la famille, les enfants et d'autres personnes également. Et donc, on parle avec vous, vous qui êtes connaisseur, vous qui êtes également dans ce métier, ça fait longtemps, pour en discuter. Nous avons convié un connaisseur à la matière pour le plaisir de tous. Les téléspectateurs d'Afro-Web TV, vous êtes dans le micro de la diaspora, désormais sur votre antenne chaque dimanche à partir de 15h30 heure de Chicago, sinon 16h30 à Washington DC. Les appels de fonds sont-ils nécessaires en cas de décès? Première question pour Jacques Beguedou. En vérité, les appels de fonds ne sont pas nécessaires. Il y a, vivant dans la diaspora, bon, spécialement aux États-Unis ou en Europe ou d'autres pays, il y a toujours des solutions idéales à trouver quand ça vient à protéger nos arrières ou à protéger notre futur. Parce que pour la plupart du temps, tout le monde pense à ce qui est nécessaire ou tout le monde pense à protéger ce qui est vivant. Personne ne veut parler de ce qui se passe après notre décès parce que personne ne peut savoir ce qui se passe. Un de mes amis disait une fois, si tu pouvais rouvrir la porte après ton décès pour voir ce qui se passe avec ta famille, tes bien-aimés, après ton décès, tu seras vraiment choqué. Et c'est l'une des choses qu'il faut prévenir parce que pour la plupart du temps, quand on conduit une voiture, on assure notre voiture pour qu'en cas d'accident, quelque chose se passe, on nous protège. Quand on achète une maison, on fait la même chose, mais la seule chose qu'on a, une seule chose la plus précieuse qu'on a, on ne la protège jamais. Et ça, c'est notre vie. C'est une chose à vraiment voir quand ça vient à nos priorités financières, pour être sûr que on doit protéger ce qui est plus important, ce qui est notre vie et bien sûr notre famille. Oui, protéger notre vie, c'est très nécessaire, vous l'avez dit. Pourquoi est-ce que ça, on oublie tellement de protéger notre vie et on attend ce que quelqu'un d'un membre de la famille meure avant qu'on ne fasse les GoFundMe, au fait, selon vous? La plupart du temps, je pense que c'est aussi quelque chose de culturel. Culturellement, d'où on vient, c'est normal en Afrique d'où on vient que la famille participe à l'enterrement d'un proche de la famille. On est dans une culture communautaire où tout le monde participe. La différence ici est que quand on est en Europe ou en Amérique, on est dans une société un peu plus individuelle. Donc, ce qui veut dire que tout le monde se débrouille, tout le monde essaie de se chercher et c'est vraiment, personne n'a vraiment la possibilité d'aider l'autre comme on veut vraiment. Donc, il faut se protéger pour éviter une situation dans laquelle tu te retrouves où tu ne peux même pas, où on ne peut même pas t'enterrer dignement, ou on ne peut pas t'enterrer dignement comme il veut.
dignement, hein. Il ne suffit pas seulement parce que d'après vos interventions, on sent que vraiment il y a la diaspora qui peut être essoufflée. Est-ce que vous êtes, que répondez-vous par exemple à ceux qui disent que la diaspora sera à un certain moment lassée des GoFundMe que nous avons aujourd'hui par ici et par là, parce qu'on a l'habitude de voir les GoFundMe un peu partout? Non, ce qu'on doit savoir, c'est que la diaspora est déjà fatiguée de ces GoFundMe. L'année surpassée, pendant la pandémie, je pense que j'ai reçu au moins 10 ou 15 moi-même. Et je ne fais pas partie de beaucoup de groupes, donc je peux juste imaginer le nombre que les autres ont reçu. L'une des choses que nous devons comprendre qui est claire est que quand tu te protèges, tu mets ta famille dans une meilleure situation. Voici un exemple parfait. Vous êtes ici, vous avez une femme et 2 enfants. Et vous avez une maison et 2 voitures. Quand quelque chose se passe, comme un décès se passe aux États-Unis, l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que personne ne sait comment on vit notre vie, personne ne sait comment tu vis ta vie au jour au jour. Peut-être que tu dois toujours à la banque pour ta maison, tu dois pour la voiture, et il n'y a personne qui va se réveiller, laisser ses problèmes pour venir voir toi, ta famille, pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, est-ce qu'on doit payer ton loyer. Mon meilleur ami, je peux dire un de mes meilleurs amis, a perdu sa vie il y a 2 ans de cela. Et je me rappelle que l'année passée, en décembre, un de nos amis a dû faire un effort particulier pour nous dire, hey, on a déjà enterré le gars, mais c'est décembre, est-ce qu'on peut mettre un peu d'argent ensemble pour... Il a 3 enfants, 3 enfants, je pense. Et on va aller donner à la famille. Mais en vérité, je n'y ai même pas pensé parce que dès qu'on l'a enterré, on a oublié qu'il y a une femme et 3 enfants qui sont là. Comment est-ce qu'ils vivent chaque jour? Comment est-ce qu'ils paient pour le loyer de la maison? Comment est-ce qu'ils continuent leur vie? Et aussi, l'aspect émotionnel, n'est-ce pas? Parce que je dis, quand tu perds quelqu'un dans ta vie, il y a une différence entre la personne me manque et tu pleures que la personne te manque parce que tu peux continuer avec ta vie, ta maison, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de te soucier de ton loyer, de comment les enfants vont manger et tout ça. Tu pleures parce que le défunt te manque. Mais la différence ici est que si tu dois t'occuper non seulement de comment enterrer ton défunt, et aussi te soucier de tes enfants et de votre futur, ces pleurs sont différents parce que tu es en mode survie. Tu n'as même pas le temps de faire ce qu'il y a à faire pour la personne que tu as perdue. Tu te soucies de comment est-ce que tu vas survivre. Donc, je pense que tout le monde jusqu'en ce présent sait déjà que les GoFundMe, les appels de fonds ne sont pas les solutions idéales pour protéger le futur de leur famille. Les GoFundMe, selon vous, ne sont pas les situations, les solutions. Alors, quelle est la solution? Que devons-nous faire au lieu de faire les GoFundMe? Voilà, en fait, le point où je veux en arriver avec vous. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a 3 solutions en général. La première solution, quel que soit là où tu es, et aussi on doit être clair, même si tu viens d'arriver dans ce pays. Première solution, solution numéro 1. Quand tu vas pour ouvrir un compte bancaire, la grande partie des banques peuvent t'offrir la première solution qui est une assurance en cas de mort accidentelle. Et le mot important ici est accidentel. Ce qui veut dire, tu viens d'arriver dans ce pays, on a eu des cas ici au Nebraska où je vis, où un jeune homme est arrivé, il n'a même pas fait 1 an dans ce pays, c'était un client, c'était un de mes clients, et il voulait aller à la piscine, et il a cogné sa tête contre le mur de la piscine, et c'est fini. Il n'a même pas fait 1 an aux États-Unis. Donc lui, ça c'est une mort accidentelle. Donc ce qui veut dire simplement que à la banque, souvent, quand vous ouvrez un compte bancaire, la grande partie des banques, après quelques mois, vous envoient un papier pour dire « Oh, on a une solution pour une assurance vie. » C'est souvent une assurance vie accidentelle. Donc, tu meurs dans un accident de voiture, de maison, mais la mort doit être accidentelle. Elle ne peut pas être naturelle.
ces assurances vie ne te coûtent que peut-être 1 à 2 dollars le mois. Et quoi, ça c'est 500 francs CFA le mois. C'est la première solution. Ça c'est pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le pays et n'a même pas assez de sous, n'est-ce pas? Il se débrouille toujours. Et peut-être il est sur un visa étudiant ou il n'a pas encore les papiers ou il est toujours en train de se débrouiller. Solution numéro 1, c'est ça. Solution numéro 2, tu commences par travailler. Tu travailles à plein temps et on te donne des bénéfices comme l'assurance santé, assurance dentaire, disability pour si tu te blesses au bureau. Il y a aussi l'option pour l'assurance vie dans tes bénéfices du boulot. Donc, quand tu travailles à plein temps et que tu parles avec les ressources humaines, ils te donnent un paquet de bénéfices. L'assurance vie est l'un des paquets et la plupart du temps, pour au moins 70% des compagnies, on paie ta première année de salaire gratuitement comme bénéfice. Donc, même si tu ne choisis pas d'avoir une assurance vie, tu peux juste checker ou avoir marqué devant au moins l'assurance vie gratuite qui est 1 an de salaire. Parce que l'une des choses qu'on ne pense pas, c'est comment est-ce que ton époux ou ton épouse peut remplacer ton salaire si tu n'es pas là aujourd'hui. Au moins 1 an de salaire peut l'aider pour pouvoir trouver une solution en attendant. La grande partie des compagnies vont t'offrir 2, 3 ou 4 fois ton salaire annuel pour un prix particulier. Souvent, ça varie entre 1 et 10 dollars par paycheck ou par rémunération. Solution numéro 3, ça c'est pour les gens qui sont plus établis. Maintenant, tu es établi, tu vis normalement, tu mets de l'argent dans ton savings ou dans ton compte d'épargne, tu vis une vie normale. Donc, l'une des choses à trouver, c'est de parler à un agent d'assurance comme moi ou à un agent d'assurance que vous connaissez ou là où vous assurez vos voitures ou maisons, quelque chose pour demander quel est un plan idéal d'assurance vie pour protéger ma famille au cas où je ne suis pas là. Et la plupart du temps, on vous offre des plans qui peuvent vous couvrir pour les prochains 10 ans, 20 ans ou 30 ans ou jusqu'à l'âge de retraite. Donc, c'est ces 3 solutions que souvent je donne aux gens, dépendant de là où ta vie est dans la diaspora. Nouveau venu, au milieu et établi. Monsieur Jacques Beguedou, vous êtes agent d'assurance, vous êtes entrepreneur également. Je rappelle à tous les téléspectateurs, à tous les amis internautes qui nous suivent qu'ils peuvent nous appeler sur le numéro affiché à l'écran sur le +1 319 462 89 79 pour poser des questions en direct. Également, surtout à notre invité de ce jour qui n'est autre que monsieur Jacques Beguedou. Alors, qu'est-ce qui explique au fait ce faible taux des gens qui s'assurent quand on parle de life insurance ou assurance vie? Qu'est-ce qui explique ce faible taux? Parce qu'on a l'habitude qu'on fait juste l'assurance santé, mais on oublie souvent l'assurance vie. Il y a 2 phénomènes. Le phénomène numéro 1 est le manque d'information ou d'éducation sur le système de l'assurance vie. La grande partie ne savent pas. La grande partie des gens ne savent pas ou n'ont jamais eu cette conversation. Parce que culturellement, nous ne discutons pas de la mort dans notre culture. C'est quelque chose de normal dont les gens vont dire « je ne veux pas parler de la mort ». Ouais. Oh, si même pour dire le mot « je vais mourir », tout le monde va dire « ah, je touche du bois hein, juste au cas où ». Non, il y a ce stéréotype autour de parler de la mort qui nous rend inconfortables. Donc, penser à l'assurance vie n'est pas quelque chose de normal à faire. Ça, je pense, c'est le premier fléau. Le deuxième est le manque d'information, ne pas parler de la mort, mais le deuxième est quand les gens dans notre communauté amènent le concept de l'assurance vie à nos compatriotes ou à nos frères, ils n'approchent pas l'assurance vie comme une manière de protéger ta famille. Ils approchent l'assurance vie comme un genre d'investissement. Et c'est ça le problème que j'ai avec beaucoup de gens dans notre communauté.
Parce que quand tu demandes à quelqu'un qui te parle d'assurance vie ou tu lui demandes s'il a une assurance vie, souvent, s'ils en ont eu cette conversation, c'est toujours « Oh, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit je peux mettre de l'argent ici et investir, blablabla, bla, bla, bla. » Est-ce que c'est la faute de nous qui venons vers vous ou c'est la faute également à ces gens d'agents d'assurance qui viennent avec tchatch, si vous permettez le terme, pour nous convaincre, pour nous prendre par exemple l'assurance vie et par la même occasion nous dire qu'on peut faire des investissements? Bien sûr, c'est la faute aux gens qui approchent notre communauté. Bien sûr, c'est pas la faute. Si tu es... L'ignorance n'est pas ta faute. Tu es juste ignorant, tu ne connais pas. Parce que l'être humain va toujours aller à ce qui est fructueux. Je pense que, comme je dis, les gens qui sont dans le domaine de l'assurance vie approchent notre communauté avec la mauvaise, ouais, je vais le dire comme ça, la mauvaise vision de l'assurance vie. L'assurance vie ou le concept de l'assurance vie n'est pas à la base un investissement. C'est une des choses où j'ai toujours des conversations un peu chaudes et violentes avec les gens parce que les gens m'approchent pour dire « Oh Jacques, toi tu es toujours aussi en train de me dire protège-toi, protège-toi. Moi je veux que mon argent travaille pour moi. Je veux mettre mon argent ici. » Et je commence pas à rire. Je dis « Est-ce que tu veux te protéger premièrement? Parce qu'il y a beaucoup de manières d'investir. Est-ce que tu veux te protéger premièrement ou tu veux faire un investissement? Mais avant que tu ne t'investisses, est-ce que tu es en train de protéger ta famille premièrement? Donc, je pense que c'est mes informations, juste une manière de présenter l'assurance vie qui vraiment me déçoit personnellement, car ça vient aux gens qui parlent à nos frères ou à nos sœurs dans la communauté de comment se protéger. Alors, selon Jacques Beguedou, une question ferme. L'assurance vie, selon vous, est-ce une obligation ou une nécessité? Je sais que c'est une question d'une grande envergure, mais je sais que vous pouvez de manière ramassée nous dire déjà en 3 minutes si c'est une obligation ou une nécessité pour clore un peu plus que la petite partie dont vient de parler. Je pense que l'assurance vie est une nécessité, spécialement pour nous les immigrés. La raison pourquoi, c'est que ce n'est pas juste notre famille ici qui a besoin de nous, qui compte sur nous. On a de la famille à l'extérieur aussi. Quand j'ai mes rendez-vous avec mes clients, je ne les pose pas en tant qu'un immigrant moi-même, je ne les pose pas juste la question, oh, qu'est-ce que tu veux protéger? Qui tu veux protéger? Je demande toujours, dis-moi un peu ta vie. D'où tu viens? Est-ce que tu t'occupes de tes parents au pays? Tu envoies de l'argent au pays? Ok, si tu n'es pas là aujourd'hui, sur qui est-ce qu'ils vont compter? Tu as des frères au pays. Maintenant, viens à ta famille ici, ta vie ici. C'est une nécessité parce que de la même manière que nous tous, on a du sang. Hein? Quand on se coupe, il y a du sang qui sort. C'est de la même manière que nous devons penser à notre vie. Notre vie est tellement importante à nous que nous devons la protéger avant toute chose. Spécialement, et je dis spécialement, aux gens qui ont des enfants dans ce pays. Les gens de la diaspora. Si ton enfant est né ou tu as une responsabilité dans ce pays, l'assurance vie est une nécessité primordiale. Nécessité primordiale. Vous avez dans votre intervention parlé également du pays du bercail. Et la question qui vient maintenant, puisque nous abordons notre point de notre sujet, on se pose la question quelquefois si par exemple quelqu'un qui vit aux États-Unis ou à la diaspora en Europe ou en Asie, qui a une assurance vie, peut mettre l'un des membres de sa famille qui est au bercail dedans, dans son parc, je veux dire. C'est une possibilité, mais c'est risqué. Laisse-moi expliquer. Sur un contrat d'assurance vie, tu peux mettre n'importe qui comme bénéficiaire. Le problème est que la personne doit être sur le continent où le contrat a été signé. Parce que l'une des questions que les gens l'une des choses que les gens ne comprennent pas, une assurance vie est juste un contrat. C'est un contrat entre toi, l'individu, et la compagnie qui produit une assurance vie basée sur une somme qui garantit que si aujourd'hui tu n'es pas là, cette somme va à un récipient ou à un récipicé qui peut être une personne
une organisation, une fondation ou même un animal. Donc, si tu choisis quelqu'un d'être réceptionniste ou bénéficiaire de ton assurance vie, un conseil que je donne à mes clients, c'est qu'une portion de l'assurance vie doit aller à quelqu'un qui est sur le continent, américain ou européen. La raison pourquoi, c'est que cette personne peut aider la personne à l'extérieur du continent à garantir un visa pour venir et récolter les bénéfices de l'assurance. Donc en vérité, si tu mets quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas résident du continent, cette personne doit toujours présenter une pièce d'identité, hein, quelque chose qui se passe, pour pouvoir récupérer les fonds de ces bénéfices de l'assurance. Alors, il y a aussi un phénomène, M. Jacques Beguedou. Alors, quand on prend l'assurance aux États-Unis ou en Europe, est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, l'assurance vie au bercail? Bien sûr, les contrats d'assurance vie varient dépendant des règlements du pays dans lequel c'est. Le concept du contrat est toujours le même. Mais le genre de contrat varie dépendant des régulations fédérales financières du pays dans lequel tu es en train de signer une assurance vie. J'ai vu l'assurance vie de quelqu'un qui vit en Angleterre et j'ai comparé ça à l'assurance vie que j'ai. Il y a des petites descriptions dans le contrat qui étaient un peu différentes et c'est basé sur le pays et les règlements internes et financiers du pays qui gouverne la compagnie d'assurance. Voilà, alors on parle d'assurance vie aujourd'hui, que nous avons l'habitude de banaliser dans votre émission Micro de la Diaspora avec notre invité, M. Jacques Beguedou, agent d'assurance et entrepreneur. Il nous fait l'honneur et nous donne son temps pour nous en parler. Et également, quand on parle de l'assurance vie, n'est-ce pas qu'on a tellement peur d'aller vers les agences ou sinon les agents d'assurance qui sont dans notre communauté africaine, si par exemple on vit du côté de la diaspora? Non, c'est vrai. Et comme j'ai dit, j'ai relevé la raison pourquoi brièvement. Mais la vraie raison pourquoi est que je pense que il y a déjà eu beaucoup d'événements. Il y a que peu d'agents dans notre communauté. Et je vais être vraiment franc. Il y a que peu d'agents dans notre communauté que je respecte. La grande partie des agents d'assurance dans notre communauté, je ne les respecte pas. Et ce n'est pas une offense à ces agents, et c'est la manière dont ils approchent le concept de l'assurance. En tant qu'immigrant, je pense que notre priorité doit être sur la protection des familles de ces immigrants ou de la diaspora, au lieu de se présenter comme une opportunité d'investissement. La raison pourquoi, c'est parce que quand le blanc, si on met en côte le blanc, est en train de parler d'une assurance vie comme un concept d'investissement, il ne parle pas aux gens qui vivent de paycheck en paycheck. C'est pas aux gens à qui il est en train de parler. Il ne parle pas aux gens qui sont dans une situation où s'ils perdent leur boulot pour 6 mois et ils ne peuvent pas manger. Il parle aux gens qui vivent péniblement et paisiblement. Il parle aux gens qui ont déjà 6 mois d'épargne en cas de qu'auxiliaire. Il parle aux gens qui ont déjà leur retraite maximisée. Ces personnes peuvent parler d'assurance vie en tant qu'un terme d'investissement. Pour nous, pauvres immigrants de la diaspora qui vivent de jour à jour, essaient de survivre, la protection est ce qu'on veut. On veut être sûr que jusqu'à ce qu'un de ces jours, on est béni assez pour aller passer notre retraite au pays, on a une solution idéale où nos enfants, nos épouses et épouses ont une protection, ou si je ne suis pas là, comme on dit chez nous, caflan. Si je ne suis pas là, il y a quelque chose pour mes enfants. Ce n'est pas les 3 lots au pays que tu achètes qui peuvent protéger ta famille ici. Merci Jacques Beguedou pour ces éclairages. Alors,
n'est-ce pas quand nous avons peur aussi, quand on parle de l'argent, est-ce que l'assurance vie, le quota, vous avez l'habitude, je vous prête des mots, hein, le quota d'un agent d'assurance X peut être différent d'un agent d'assurance Y, et est-ce que l'assurance vie peut dépasser l'assurance santé pour quelqu'un? Impossible. Très impossible. C'est ce que nous ne savons pas. Bon, comme j'ai décrit au début, j'ai parlé de 3 solutions quand ça vient à protéger ta vie. Oui. La première solution, comme j'ai dit, je vous ai parlé de $1 à $2. Ce qui veut dire 500 francs. Quelle assurance accidentelle? J'ai parlé de la solution d'avoir une assurance vie quand tu travailles à plein temps, comme tes bénéfices. En octobre de chaque année, par la régulation fédérale des États-Unis, toute compagnie doit proposer les bénéfices à tous les employés qui travaillent à plein temps dans sa compagnie. Et ça inclut l'assurance vie. Et comme j'ai dit, 70% des compagnies aux États-Unis au moins vont te proposer 1 an de salaire gratuitement. Et c'est à toi de décider si tu veux 2 fois, 3 fois ou 4 fois ton salaire. Encore un coût très bas. Maintenant, revenons à une assurance vie privée. Si tu me dis, ok, j'ai celui du boulot, l'avantage de celui du boulot est moins cher, mais l'inconvénient est quoi? Le jour que tu quittes le boulot, ces bénéfices ne sont plus pour toi. Une des choses qu'on doit garder dans la tête, c'est qu'il y a 3 choses qui affectent le coût ou le quota de l'assurance vie. 1. L'assurance vie est calculée similairement à la mortalité. Donc, le sexe, l'âge et la santé sont très importants. Donc, si un homme et une femme du même âge ne vont jamais avoir le même quota d'assurance vie parce que les femmes vivent plus longtemps sur la table de mortalité que les hommes. Donc, la femme est toujours moins chère que l'homme. 2. Quelqu'un qui a 22 ans, qui va acheter une assurance vie, ne peut pas payer le même prix que la personne qui a 45 ans. Parce que sur la table de mortalité, la chance que l'homme de 22 ans vive très longtemps la probabilité est plus élevée que la personne de 45 ans. 3. Quelqu'un qui est en bonne santé physique est garanti de vivre naturellement plus longtemps que quelqu'un qui a déjà une maladie, un cancer ou une situation médicale que l'autre. Donc, quand on parle de protection, on doit garder tous ces facteurs dans la tête. Mais, je vais te donner un exemple banal. Pour une femme de 25 ans qui veut se protéger sur les prochains 30 ans, avec un contrat de $100 000, inclus ses enfants, paiera peut-être pas plus que $25 le mois. Au pire des cas, ça c'est au pire des cas. Ça c'est un exemple très simple. Voilà, jusqu'où l'assurance vie peut protéger Jacques Béguédou, au clair, pour ceux qui, surtout ceux qui nous voient au Bercail et qui suivront également cette émission sur notre chaîne YouTube et qui, jusqu'où, parce qu'on a l'impression que même au Bercail ou que soit à la diaspora, on ne sait pas jusqu'où l'assurance vie. Et après l'assurance, après le décès d'un membre de la famille, on ne sait comment procéder. L'assurance vie te protège partout où tu vis. Aussi longtemps que ta résidence permanente est là où tu es, où tu ne dénonces pas ta résidence permanente. Exemple parfait, je suis citoyen américain. J'ai ma nationalité américaine, j'ai eu mon assurance vie. Il y a un moment de contestation, au moins aux États-Unis, un temps de contestation de 2 ans ou 24 mois. Dans la grande partie des contrats. Et c'est pourquoi savoir son contrat est important. Parce que certaines assurances vie peuvent te protéger partout où tu es aussi longtemps que tu as ce contrat pour plus de 2 ans. Ce qui veut dire quoi? J'ai eu des situations où quelqu'un vivait ici et ils ont décidé, tu sais quoi, je vais à Lomé pour aller faire quelque chose, je vais vivre là-bas pour un moment. Si quelque chose se passe là-bas, on s'en fout de là où tu es décédé parce que le contrat est déjà signé et tu l'as eu pour plus de 2 ans. L'assurance va toujours payer aux bénéficiaires. Donc, quel que soit là où tu décides d'aller travailler ou vivre ou aller faire quelque chose, aussi longtemps que tu as déjà le contrat, ça te suit. Parce que l'assurance vie individuelle. C'est l'individu, ce n'est pas le local de la personne.
Ça, c'est un. Deux, comment... Il y a quelque chose dans notre culture, pourquoi est-ce que je vais dire à quelqu'un que j'ai une assurance vie? Même certains sont bénéficiaires sur le contrat des autres et ils ne savent pas. L'une des choses qui se passe, c'est que si tu, au moins aux États-Unis, je peux parler de ce que je connais, aux États-Unis, la compagnie d'assurance chaque 10 ans ont un rapport des numéros de sécurité sociale. Disons que tu as une assurance vie et tu es décédé. Et personne ne sait que tu as une assurance vie. Aussi longtemps que l'assurance vie est toujours payée, ou il y a un paiement qui va sur cette assurance vie, il y a la possibilité que l'assurance dise, on fait ce rapport, et on voit, mais le numéro de sécurité dit que ce gars est décédé ou cette personne est décédée. Donc, ils vont contacter le bénéficiaire pour voir est-ce que c'est vraiment vrai que cette personne est décédée. Je parle d'un cas qui m'est arrivé. Quelqu'un était décédé, il n'avait qu'une seule personne dans sa famille. La banque qui payait l'assurance lui a payé pour 3 ans avant que la compagnie ne sache qu'il était décédé. Wow. Il y a la possibilité, mais une des choses quand tu as une assurance, je demande toujours aux gens, tu dois au moins, fais-toi une faveur et parce que dès que tu finis l'assurance vie, la compagnie te donne ton contrat. Dès que tu as ce contrat, mets ça au lieu où tu as tous tes documents importants, ton passeport, ta naissance et tout ça. Parce que si tu n'es pas là, ta famille aura besoin de ces choses de toutes les manières. Donc, s'ils vont là-bas, même si tu n'as pas besoin de dire ça à ta femme ou ton épouse, mets ça là-bas au moment où elle va voir, oh, un contrat d'assurance vie. Laisse-moi appeler. Puis il y a le numéro, le contact de la compagnie. Laisse-moi appeler pour demander au moins si ce contrat est là-bas. C'est là où, c'est comme ça que la grande partie des gens savent que leur époux, leur épouse ont ça. Mais dans le monde idéal, et je dis idéal avec respect, c'est toujours bon de dire aux bénéficiaires de l'assurance vie, hey, ma soeur, chérie, mon frère, si je ne suis pas là, contacter XYZ pour voir ce que vous devez faire pour mon enterrement. C'est toujours idéal. Jacques Beguedou, l'assurance, quand on a l'assurance vie, est-ce que lorsqu'on part, on n'est plus de ce monde, là, c'est l'assurance qui prend en charge tout ce qu'on doit faire après un individu lambda, où on fait tout et c'est l'assurance qui renvoie après le paiement, puisque dans votre intervention, tout de suite, vous avez dit qu'il y a un cas similaire où ils ont payé 3 ans après. Et ce n'est pas ça l'inquiétude de beaucoup de personnes, par exemple, ou l'incertitude de certaines personnes lorsqu'on paie des années plus tard, lorsqu'on se trouve par exemple au bercail, on ne se dit même pas que on ne sait pas si mon papa ou soit un frère a l'assurance vie. Non, mais parce que dès qu'il y a un certificat, moi j'ai vu des cas où l'assurance vie a été payée en 72 heures. 72 heures, je parle de 72 heures. Et tout dépend du cas dans lequel c'est passé. En général, ce qui se passe, c'est que si le décès aux États-Unis, la mort, les gens qui s'occupent du corps, quand tu vas, et l'une des raisons pourquoi je dis aux gens de se protéger, c'est que quand tu vas, je ne sais pas si quelqu'un a déjà enterré quelqu'un aux États-Unis, mais moi j'ai participé au moins à 4 ou 5 rendez-vous d'enterrement. Le corps va de l'hôpital à la mort. La mort s'occupe de ça et maintenant on va à la maison funèbre. La maison funèbre aux États-Unis te pose beaucoup de questions. Comment est-ce que le défunt voulait son enterrement? Quel genre de casquette et où on doit l'enterrer, en bois, en or et quoi? Est-ce qu'il voulait des fleurs? Est-ce qu'on doit faire une messe? Si on doit faire une messe, est-ce qu'il y a un pasteur ou un prêtre approprié? Et à la fin de tout ça, on te donne une facture. Et la facture dit, OK, à cause de tout ce que vous nous avez dit, le total est 15 000 $. Et on te pose 3 options. Option numéro 1, est-ce que le défunt a une assurance vie? S'il a une assurance vie, nous allons contacter la compagnie d'assurance directement pour leur dire que nous nous occupons du défunt et nous allons leur envoyer aussi le certificat de décès. Donc, quand nous, en tant qu'assurance, nous sommes contactés par là, il y a des documents qu'on envoie à la famille immédiatement pour dire, ah, nous sommes désolés pour votre perte. Voici, on nous a contactés.
est-ce que vous pouvez signer ce document? Et voici la liste des personnes qu'on va contacter parce que voici la liste des bénéficiaires. Et dès que ces gens sont contactés et c'est signé avec l'accord de la famille, disons que tu as une assurance vie de 100 000 $. Et tu dis, tu autorises que la maison funèbre s'occupe des funérailles et tu leur dois 15 000. Ce que l'assurance vie va faire, ils vont payer les 15 000 à la maison funèbre immédiatement. Et le reste maintenant va à la famille ou aux bénéficiaires basés sur le pourcentage ou comment est-ce que tu as partagé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais disons que ça se passe au pays, c'est un peu différent. Parce que maintenant au pays, on ne peut pas, il n'y a pas un transfert qu'on peut faire à l'eau. Donc ce que la compagnie d'assurance va faire, c'est qu'ils vont toujours demander un certificat légalisé et notarié d'un certificat de décès pour être envoyé. Donc traduit, notarié. Vous pouvez qu'ils peuvent lire ça en anglais et en français. Dès que c'est envoyé, ils peuvent faire une investigation pour appeler la maison funèbre au pays pour demander qu'est-ce qui s'est vraiment passé, le corps. Des fois, ils peuvent demander le faire-part. Et ceci, c'est juste basé sur certains de nos frères qui ont essayé de counterfeit a little bit le système, ou ont essayé dans le passé de mourir quand ils sont toujours vivants, comme Alain Delon. Donc, dans ces cas, la compagnie d'assurance va toujours vouloir avoir plus de preuves, et sachant comment la corruption marche des fois en Afrique, ils vont appeler pour vérifier. Dès que tout est vérifié, ils vont actuellement envoyer les papiers aux bénéficiaires sur le terrain. Ici, pour remplir tout, et dès que c'est rentré, ils ne pourront pas faire de paiement à Lomé ou au pays. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer l'argent ici. Le temps de transfert d'argent est souvent maximum 10 jours. Dès qu'ils ont tous les papiers, c'est 10 jours. Si c'est aux États-Unis, 72 heures, ils vont payer la maison funèbre et le reste est envoyé à la famille. Merci beaucoup Jacques Beguedou d'être avec nous. Nous avons un auditeur, un téléspectateur en ligne et qui a son enfant qui a commencé par parler aussi. Je sais que vous l'écoutez. Monsieur, vous êtes en direct avec nous sur Afro Web TV. Et... Allô? Oui, allô. Oui, vous êtes en direct. Allez-y, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Et allez-y avec votre question. Monsieur Latévi, allez-y. Ouais, je salue votre invité. Oui. Et je voudrais poser la question si le paiement de l'assurance, le remboursement de l'assurance à la famille se fait dépend de la mort, du code du décès de l'individu. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Latévi. Je sais que Monsieur Jacques Beguedou répondra à votre question. Monsieur Jacques Beguedou, vous avez eu la question? Oui, est-ce que le paiement de l'assurance des bénéfices dépend du code judiciaire de la personne? Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par le code judiciaire. Est-ce qu'il parle de la situation d'immigration ou si c'est dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, que faites-vous, les agents d'assurance, ou soit que fait l'assurance en ce moment? Comme j'expliquais, dès que le contrat est signé, on s'en fout si il y a un code judiciaire ou pas, parce que tu es déjà mort. Et le contrat a été signé. Tu n'as pas fait quelque chose pour éliminer le contrat. Exemple parfait. Certains contrats vont te dire que tu ne peux pas te suicider dans les premiers 2 ans ou 3 ans de ton contrat. Mais si tu te suicides, ça annule le contrat directement, n'est-ce pas? Bon, disons que aussi quelqu'un dit, le contrat dit, par exemple, le contrat dit, tu as répondu dans le contrat. Parce que certains contrats n'ont pas besoin de faire trop d'investigation. Tu as répondu dans le contrat que je n'ai aucune maladie, je suis en bonne santé, et ce qu'ils appellent good faith answer. Donc, de bonne foi, tu as donné les réponses. Mais, dans les premiers 2 ans de ton contrat, ou dans le temps de détermination, ce qu'ils appellent contestability moment, c'est-à-dire le temps où l'assurance peut aller contester
quelque chose sur ton contrat, ils apprennent que tu as eu le cancer depuis 6 ans. Mais sur le papier, tu as dit que tu es en bonne santé. Si c'est dans le moment de contestabilité et la mort dit, oh, cette personne est morte d'une mort naturelle, sur le certificat de décès, on dit raison de mort ou raison du décès est cancer. Ils ont le droit de demander, mais depuis quand est-ce que cette personne a le cancer ou depuis quand est-ce que cette personne a eu cette chose pour voir si est-ce que ça annule le contrat ou pas. Mais si, exemple parfait, je pense que j'ai un exemple qui peut-être peut aller, c'est la personne a une assurance vie et elle s'est retrouvée en prison. La personne était décédée en prison. Parce qu'au moment de l'assurance vie, la personne n'était pas en prison, ceci n'annule pas le contrat. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au moment du contrat ou pendant le moment de contestabilité du contrat, la personne n'a rien fait pour annuler le contrat. Donc, le droit de payer est toujours là. Alors, M. Jacques Peguedou, prenons un cas d'espèce, puisque nous sommes dans votre domaine de prédilection. Si par exemple quelqu'un qui fait un testament avant de mourir, qui a des enfants, juste des enfants, et qu'il met dans le testament que les enfants doivent avoir par exemple 20 ans avant de toucher, ou soit aller, l'argent qui restera pour ces enfants, c'est pour les études. Comment est-ce que l'assurance, ou soit l'agence d'assurance, doit réserver, après juste avoir payé par exemple les 15 000, quand on prend par exemple si c'est 15 000 pour les frais mortuaires, est-ce que l'agence d'assurance doit emmagasiner ou encaisser l'argent? C'est le temps que les enfants aient au moins l'âge, ou soit la tranche d'âge donnée ou exprimée par le défunt ou la défunte. Avant que je ne dise ceci, je dois mettre une attention particulière. Je ne suis pas un avocat et je ne suis pas un huissier. Donc, je ne parle que par expérience de mes clients qui s'est passé. Je dois être très clair. Pour tout conseil ou pour toute manière de poser toute action, vous devez voir un avocat ou un huissier. Voici la raison pourquoi. Au moins, par la loi des États-Unis, avoir un testament, dès que tu écris un testament et tu as une assurance vie, tu viens de créer 2 individus. Si tu ne les lis pas, ces 2 individus, tu vas créer un problème pour toi-même, ta famille. Voici l'explication. Un testament est un document légal qui donne le droit à une personne particulière, à un huissier ou à l'État de faire une décision comme toi quand tu n'es pas là. Donc, un testament peut être considéré une personne en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui tu décides que dans ton testament tu dis moi, Jacques, de son, d'âme et d'esprit, j'écris ceci, j'ai une assurance vie de 100 000. Et dans cette assurance de 100 000, ce que je veux, c'est que quand mon premier enfant a 15 ans ou à 18 ans, il a son diplôme, il n'a qu'à aller à l'université et il va avoir 20 000. Et mon deuxième enfant doit avoir ceci, cela. Ça veut dire qu'automatiquement, dès que un de mes clients me dit qu'il a un testament ou ce qu'on appelle un will, je lui demande immédiatement d'avoir un trust. Le trust et le will vont ensemble. C'est comme un compte bancaire relié à ton testament. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, le bénéficiaire de l'assurance vie n'est plus tes enfants, n'est plus ta femme. Le bénéficiaire est ton testament. Est-ce que tu comprends? Parce que l'assurance vie va toujours payer le testament et maintenant, basé sur la loi interne du pays qui gouverne un testament, le testament peut décider de payer basé sur exactement comment tu voulais que l'argent soit partagé. Parce que à tout testament, il y a toujours ce qu'ils appellent un trustee, un homme de confiance, qui peut être un huissier, une banque, ou un État, ou une personne.
Donc, ce qui fait quoi? Dès que tu n'es pas là aujourd'hui et on sait qu'il y a un testament qui est là, si tu décides sur ton assurance vie de donner l'argent à quelqu'un en particulier, le testament n'existe pas. On s'en fout du testament. Le testament n'est que tes désirs écrits. On s'en fout de ça. À moins que tu changes le bénéficiaire de l'assurance vie, puis dis que bénéficiaire de l'assurance vie, voyez mon testament. Là maintenant, tout l'argent qui vient de l'assurance vie, si c'est 10 francs ou 10 millions, va dans le compte désigné par le testament. Et le testament, parce que tu peux prendre le testament et aller à la banque et créer un compte en vie. Un testament peut avoir un numéro de sécurité sociale. Et basé sur ce que tu veux sur le testament ou par la loi qui régit le testament, on peut vraiment dire, ok, j'ai un ami très proche à moi, il avait 15 ans quand son papa était décédé. Son papa avait un testament. Et dans le testament, son papa a dit, il aura 40 000 quand il finit le lycée pour aller à l'université. Et l'avocat ou l'huissier de son père, quand il avait 40 ans, on l'a donné 40 000. On dit, le testament dit quand il va se marier, il aura 15 000 pour son mariage. Quand il voulait se marier, il a amené le certificat de mariage, on l'a remis 15 000. Quand il achète sa première maison, le testament va payer, ou le compte du testament va payer 20% de la maison. Et quand il achetait sa maison, dès qu'il a eu l'offre de la maison, il a amené à l'huissier et il a eu 20% de la valeur de sa maison. Le testament est comme toi-même en vie quand tu n'es pas là. Tu continues par donner les mêmes ordres quand tu n'es pas là. Donc, avant d'aller tout faire ou faire un testament, comme j'ai dit, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un huissier. Vous devez voir un avocat ou un huissier pour qu'on puisse préparer votre testament basé sur la loi, votre famille, votre situation. Mais dès que le testament est complété, vous devez changer le bénéficiaire de toutes choses. Maison, assurance vie, voiture ou même au boulot pour dire le bénéficiaire est mon testament. Parce que dès qu'un testament est complété, will and trust est complété, on vous donne un papier que vous pouvez montrer aux autorités ou aux autres pour montrer que j'ai un testament qui va prendre la relève quand je ne suis pas là. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission Micro de la Diaspora. Merci à monsieur, notre invité qui est monsieur Jacques Béguédou, agent d'assurance et entrepreneur. Il a beaucoup de casquettes et surtout beaucoup d'expérience à partager avec nous. Et aujourd'hui sur Afro TV, l'essentiel passe avant l'agréable. Nous parlons de cet essentiel-là et nous avons fait le constat également que les GoFundMe ne suffisent pas en termes clairs avec Jacques Béguédou. Alors, quel est le conseil si vous devez donner un message à l'endroit de toute la communauté africaine à la diaspora, sinon également à tous ceux qui regarderont cette émission au bercail et qui n'ont pas d'assurance vie? Vous, en tant que conseiller, vous, en tant qu'agent d'assurance, que direz-vous, Jacques Béguédou? Nous avons déjà établi que l'assurance vie est une nécessité. Maintenant, le plus important est de savoir quelle compagnie faire confiance. Et là, tu dois aller faire ton devoir comme raison. Savoir le taux de paiement des contrats de l'assurance. Combien de contrats ils ont payé dans les derniers 5 ans? Combien de refus de contrats ils ont fait? Est-ce qu'ils ont vraiment garanti les contrats qu'ils ont offerts à leurs clients? Ça, c'est un. 2. L'agent. Il doit avoir une relation de confiance entre toi et ton agent. Parce que c'est la personne à qui tu dis. J'ai beaucoup de clients que je connais personnellement ou que je connais d'autres. Et on parle des choses très importantes dans ta vie. Si tu as 2 femmes ou 3 femmes, tu as un enfant au pays que ta femme ici ne sait pas, ou tu dois écrire un testament et faire. Ces choses sont vraiment personnelles. Et c'est très intime. Donc il doit y avoir une relation de cohésion entre toi et ton agent, sur un agent sur qui tu peux compter. Et 3 avant tout, c'est vraiment penser, comme tu l'as dit, l'essentiel avant l'agréable. Aussi longtemps que tu nourris la famille et que tu t'occupes d'eux, avant que tu ne fasses de grands projets ou de trop grands projets, protège cette famille premièrement.
pour l'amour que tu as pour au moins tes enfants. J'ai des clients qui m'ont dit, et si je meurs, ma femme va se remarier. La question que je demande est, si tu meurs, qui va s'occuper de tes enfants? Donc, pour l'amour que tu as au moins pour ta famille et tes enfants, aucune protection n'est minime. C'est ce que je peux dire. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un contrat d'1 million. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un contrat de 10 millions. Tu as juste besoin de protéger assez pour qu'au moins les prochains 2, 3, 4 ans, si aujourd'hui tu n'es pas là, au moins ils peuvent remplacer ton salaire, remplacer l'apport que tu amènes dans la maison. C'est mon conseil. Merci Jacques Beguedou, nous aurons l'occasion de vous recevoir encore dans cette émission. On se souvient également donc de cet ordinateur que vous nous avez offert. Je ne cesserai de témoigner tous les bienfaits que vous faites, vous en tant que bienfaiteur. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de tout ça là, mais c'est l'occasion encore une fois de demander à tous ceux qui ont suivi cette émission de partager au maximum avec les uns les autres. Surtout cette émission sera disponible sur notre chaîne YouTube. Allez-y, commentez, partagez. S'il y a des questions, allez-y sur la page donc de Jacques Beguedou. Alors, il y a toujours des appels qui coulent à flot ici. Nous sommes à la fin, mais Jacques Beguedou aura au moins 7 minutes donc de réponse. Alors, vous êtes en direct avec nous sur Afro TV. Il nous reste 2 minutes pour terminer l'émission. Allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je sais que la manière dont il a d'expliquer bien les choses, peut-être qu'il aurait passé, et vous aurez passé cette question-là. Mais est-ce que si vous avez un contrat d'assurance de 20 ans, mais la personne est décédée à 15 ans, avant la limite, l'âge qu'il a écrit dans le contrat là, est-ce que vous pouvez payer l'assurance ou vous allez attendre? Merci beaucoup. Non, je peux répondre ça. Merci. Oui, allez-y donc. Donc, le contrat d'assurance, c'est très simple. L'objectif c'est un peu bizarre de dire ça, mais la raison pourquoi tu as l'assurance vie, c'est que tu meurs avant le contrat, avant la fin du contrat. Donc, disons que quelqu'un a un contrat de 20 ans. Donc, il a eu en 2020, le contrat est bon jusqu'à 2040. Aussi longtemps que quelque chose se passe entre 2020 et 2040, l'assurance paye immédiatement. Maintenant, si après les 20 ans, dépendant du contrat que tu as, l'assurance va dire, mais on doit renouveler le contrat. Donc, si 20 ans plus un jour se passe, il y a probabilité qu'ils ne vont pas payer. Donc, c'est dans l'intérim du contrat que l'assurance vie est payée. Donc, tu as pour 30 ans, si année 15 ou année 10, quelque chose se passe, c'est la raison pourquoi tu as l'assurance. Merci beaucoup Jacques Beguedou. Nous aurons, comme dit, beaucoup de temps pour recevoir. Le temps contre nous. Et surtout sur Jacques Beguedou aussi, il est un businessman très chargé. Merci beaucoup pour le temps, grand frère. Je suis très reconnaissant pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je voudrais dire un infini merci à tous ceux qui placent leur confiance en nous et surtout pour la production de cette émission, à savoir donc African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids, et également donc notre partenaire Aoudé, et je suis habillé aujourd'hui par atonshop.com. Allez-y pour vos vestes également. On aura l'occasion encore une fois de présenter des whisky, des produits par donc notre grand frère Jacques Beguedou dans une autre émission de Micro de la Diaspora. C'était vraiment un honneur de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si en 30 secondes ou 20, 10 secondes, Jacques Beguedou a un mot de fin pour avant le générique de fin. Non, le mot de fin est informez-vous toujours. L'information est la partie importante de tout ce qu'on fait dans la vie. Prenez assez d'informations, demandez assez de questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et c'était vraiment un plaisir d'être là et parler de ma passion, de ce que je fais chaque jour. Jacques Beguedou sur tous les réseaux sociaux, contactez-le, il est on 24 sur, en tout cas moi je l'appelle 24 sur 24, donc n'hésitez surtout pas, il est tellement simple, allez-y, anglais comme français, espagnol, je vous dis, essayez toujours, vous allez voir, tapez tout simplement dans Google même Jacques Beguedou, vous allez voir les preuves. Merci beaucoup, on se voit pour un autre numéro, ciao, bye, God bless. What are you looking for to cook African and delicious food? Go ahead and check them out at African and Oriental Market.
In all stores of African and Oriental Market, you will find all your need on Afro products. Avez-vous besoin des ustensiles de cuisine, de tout genre de condiments pour faire vos plats délicieux et même de vos produits cosmétiques? Retrouvez-les à bon prix à African and Oriental Market. African and Oriental Market à Iowa City et à Cedar Rapids. African and Oriental Market open Monday to Saturday 9 a.m. to 8 p.m. Sunday 11 a.m. to 8 p.m. African and Oriental Market located at Iowa City, 959 Highway 6 East Iowa City, and at Cedar Rapids, 2000 Wilder Boulevard, Southwest Cedar Rapids, Iowa.